Malgré sa capture, la révolution, La révolution, a quand même voilà, ça a continué, ça a été repris donc, par Dessalines, qui a proclamé l'indépendance le 1er janvier 1804. D'accord. Alors, peut-être on peut lier ce redémarrage de la guerre, contre les troupes françaises, donc de Leclerc, puis ensuite donc du successeur de Leclerc, aux événements de Guadeloupe. Tout à fait. En Guadeloupe, la résistance aux troupes de Richepense, qui est venue là, donc, pour rétablir l'ordre français, comme on dit à Saint-Domingue, en Guadeloupe, pardon, la résistance est vaincue. Le 28 mai 1802, c'est l'anéantissement des derniers défenseurs de la Guadeloupe. Delgrès se suicide avec environ 300, les 300 derniers défenseurs de la forteresse font sauter la forteresse et sont morts dessous. Et le général Richepense, le 7 juillet 1802, proclame le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. En avait-il reçu l'ordre de Paris ou pas? Peu importe finalement. Ces instructions étaient suffisamment floues pour qu'il puisse rétablir l'esclavage sans être en contradiction avec la mission qu'il avait reçue. Et la nouvelle du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe arrive à Saint-Domingue. Et là, nous avons une lettre qui est extrêmement claire, extrêmement intéressante, une lettre de Leclerc, donc du commandant en chef de l'expédition française. Leclerc écrit à Bonaparte, son beau-frère, il lui dit, je cite de mémoire, « La proclamation du général Richepense en Guadeloupe est pour nous une catastrophe. Elle vient de rallumer la guerre des races. » C'est-à-dire que désormais, ceux qui, à Saint-Domingue, n'avaient pas compris que le projet était le rétablissement de l'esclavage, car Leclerc, il faut le rappeler, n'a cessé de dire et de répéter, de proclamer, d'écrire, d'afficher, etc., qu'il n'était pas là pour rétablir l'esclavage, que la République française avait fait les Noirs libres, qu'ils resteraient libres, qu'ils ne rétabliraient pas l'esclavage. Et d'un seul coup, on apprend que son homologue en Guadeloupe, le général Richepense, lui vient de rétablir l'esclavage. Plus personne, donc à Saint-Domingue, ne peut croire que si l'expédition française l'emporte, il n'y aura pas rétablissement de l'esclavage. Et la phrase de Leclerc, je répète, c'est la proclamation du général Richepense est pour nous une catastrophe, elle rallume la guerre des races. Ça veut dire que désormais, c'est clair. Tous ceux qui se sentent menacés d'un retour de l'esclavage vont être de l'autre côté. C'est absolument fondamental. Le fait qu'après Leclerc meurt de la fièvre jaune soit remplacé par Rochambeau, finalement, ça ne change pas grand-chose. Rochambeau, on a dit qu'il était beaucoup plus violent, qu'il a été l'exterminateur, le boucher, etc. Personne ne sait ce qu'aurait fait Leclerc. Mais il y a quand même une lettre de Leclerc. Il ne s'agit pas de plaider la cause de Leclerc, mais de rappeler le contexte, qu'il n'avait pas la mission de rétablir l'esclavage. Il y a une lettre secrète du ministre de la Marine de Grèce qui envoie les instructions à Leclerc et qui lui dit, voilà, général, vous avez rétabli l'ordre, après l'arrestation de Toussaint Louverture, vous avez gagné, parfait, mais surtout, ne prononcez pas le mot rétablissement de l'esclavage, ce sera le carnage. Remettez les Noirs sous l'obéissance de leurs anciens maîtres, faites-leur sentir tous les bienfaits de l'autorité paternelle des maîtres, etc. Et dans quelques années, quand tout sera rentré dans l'ordre, la phrase de Cresse mérite d'être rappelée, il dit « Nous pourrons à ce moment-là remettre les Noirs dans leur état naturel. » Oui. Très bien, très bien. Mais en attendant, silence. Alors, la proclamation de Richepense en Guadeloupe brise le silence, parce que c'est bien de l'esclavage qu'il s'agit. Et à ce moment-là, tout est perdu parce que le rapport de force est complètement inégal. Mais la population locale n'a pas été dupe, ils l'ont bien senti. Ça a été un choc. Armée, alors le chiffre n'est jamais tout à fait précis. L'armée française, quand même, c'était une armée on parle de 40 000... Leclerc part avec 35 000 hommes. Voilà. Puis il reçoit, il demande, il n'arrête pas d'ailleurs de demander des renforts pour renforcer les troupes et pour combler les vides. C'est quand même une grosse armée qui a été... Alors au total, on estime, d'après les effectifs qui sont comptabilisés, parce que l'armée c'est bien parce que c'est très organisé, il y a la bureaucratie militaire qui garde les traces de tout. En tout, il y a eu 55 000 soldats qui sont allés à Saint-Domingue. Ils vont à Saint-Domingue, ils sont défaits. Ils sont anéantis. Ils sont défaits en partie par la fièvre jaune, mais aussi ils ont été... Il y a eu la dernière phase de la guerre, enfin je dois savoir ça mieux que tout le monde ici, c'est la bataille de Vertières. Le 18 novembre 1803, l'armée de Rochambeau est vaincue dans une bataille classique en quelque sorte. Ce n'est pas une guérilla, ce n'est pas une embuscade, c'est une bataille rangée entre deux armées. L'armée... Comment s'est organisée l'armée haïtienne, justement
l'armée locale, justement, pour résister à l'armée napoléonienne. Ah bien, c'était vive libre ou mourir. Hein. Oui, cette armée existait depuis longtemps. Signe, ces soldats faisaient la guerre depuis 1791. Certains avaient lutté contre les Espagnols, avaient lutté contre les Anglais, avaient lutté contre les troupes, disons, de résistance des colons. Ils étaient entraînés. Beaucoup de chefs de cette armée avaient fait la guerre en France, avaient fait la guerre dans les armées de la Révolution. Donc, avaient une très grande... Pour la Guadeloupe, Delgrès est colonel de l'armée française, s'est battu en France. Très bien. Et c'est à partir de cette victoire-là que l'indépendance, 18 novembre 1803, bataille de Vertières, et 1er janvier 1804, déclaration de l'indépendance. Et cette déclaration d'indépendance a eu du mal à passer en France, d'ailleurs, pour les autorités françaises, et chez les pays occidentaux également de l'époque. Ça a été reconnu par la France seulement en 1825, contre paiement d'une forte indemnité de 150 millions de francs lourds, qui équivaut aujourd'hui à 20 milliards d'euros. Très bien. De dollars. Ce qui nous emmène sur la deuxième partie, justement, de l'histoire d'Haïti, qui a beaucoup dépendu de cette histoire de dette, et à partir des rancœurs, justement, de cette indépendance, les rancœurs que ça a suscité chez les puissants. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième partie pour aborder ça. L'histoire d'Haïti est riche. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vais vous donner un court mot de fin à chacun pour conclure cette émission, cette première partie, car il y a tant à dire sur Haïti. Quand on commence à parler d'Haïti, on ne peut pas s'arrêter. On va commencer, on va finir par un conte, je le sens, par une lecture de Mimi Barthélémy. Donc on va commencer par Monsieur Dorigny. Si vous voulez, écoutez, quelques secondes, oui. Le 1er janvier 1804 est un événement majeur. C'est la deuxième indépendance du continent américain, après celle des États-Unis, 20 ans avant, mais ça n'a rien à voir. L'indépendance des États-Unis, ce sont les colons anglais qui se mettent à leur compte, qui rompent les liens avec l'Angleterre pour gérer eux-mêmes leurs affaires, sans rien changer au système de domination contre les esclaves et les populations indiennes qui existent en Amérique du Nord. Haïti, ce ne sont pas des colons qui se mettent à leur compte, ce ne sont pas des colons qui prennent leur indépendance, ce sont les anciens dominés. Même si en réalité, et c'est toute l'histoire d'Haïti qui suit, c'est très compliqué, puisque à l'intérieur de la nouvelle couche dominante, il y a une élite. Il y a une élite qui va prendre le pouvoir et qui va s'en emparer et qui va le conserver. Mais n'empêche que 1804, janvier 1804, est une rupture dans l'histoire coloniale, et peut-être même au-delà, dans la conception que l'on peut avoir de l'humanité, que les Européens de l'époque peuvent avoir de l'humanité. Très bien. C'est le rêve de Spartacus qui est enfin réalisé. Voilà, Spartacus noir, comme m'avait dit Rénal. Monsieur Métellus ? C'est une révolution dans l'histoire du monde. Haïti, en proclamant son indépendance, a proclamé la libération de tous les pays d'Amérique latine. La plupart des pays d'Amérique latine, d'ailleurs, ont bénéficié de l'aide des gouvernements haïtiens pour se libérer. Oui, c'est-à-dire que Haïti, après avoir eu son indépendance, aidait les autres colonies justement à arriver à l'indépendance. Il a aidé Miranda et Bolivar qui ont été hébergés en Haïti, puis aidé avec de l'argent, des armes et des hommes pour libérer les pays d'Amérique latine. Très bien, très bien. Madame Bruxelles. Moi, j'ai envie de dire au monde, puisque le monde est un peu au chevet d'Haïti actuellement, avec une solidarité, et je dis merci pour toute cette solidarité, mais j'ai envie de dire au monde, Haïti n'appartient pas qu'à Haïti, ni pas qu'aux Haïtiens. Haïti appartient à l'histoire de l'humanité. C'est comme si chacun avait une part d'Haïti. Et Haïti a été un modèle pour la liberté. J'espère qu'elle deviendra un modèle pour la responsabilité. Parce que les Haïtiens ont beaucoup erré depuis ce temps-là, parce qu'en s'attachant à un système qui a existé, et c'est comme si Haïti ne s'était pas détaché de ce système, malgré 200 ans, 205 ans d'indépendance. Donc j'espère que ce séisme va être une opportunité pour que Haïti retrouve le chemin de la responsabilité. Et on sera peut-être un modèle de responsabilité, parce qu'on a une page blanche à écrire. En tout cas, Haïti reste un modèle de dignité humaine. De dignité humaine, mais il lui reste encore à être ce modèle de responsabilité et de droiture et je pense qu'on est là et pour être garant de ce modèle.
Très bien, très bien. On va terminer par une lecture de Mimi Barthélémy, si elle le veut bien. Juste un conte qui parle de renaissance. Un chasseur en quête de gibier s'en va à la forêt. Il marche, il cherche, il marche et tombe sur un oiseau. Une belle merveille d'oiseau, un arc-en-ciel d'oiseau. Avec sa flèche, s'apprête à le tuer. L'oiseau l'implore de ne pas le tuer. Pingatouille-moi, chasseur, pingatouille-moi. Le chasseur le vise et le tue. Et rentre à la maison pressé de le plumer, pressé de le vider. L'oiseau l'implore de ne pas le plumer, de ne pas le vider. Pinga déplume-moi, chasseur, pinga vide-moi. Le chasseur le plume, le vide, le découpe en morceaux, le plonge dans l'eau bouillante, le citronne, le sale, le poivre et s'en va le boucaner sous la braise. L'oiseau l'implore de ne pas le boucaner. Pinga boucanez-moi, chasseur, pinga boucanez-moi. Le chasseur le boucane et le mange et s'en va le digérer sur la planche de son lit. Oh, il aurait avalé des pierres volcaniques qui se seraient sentis moins lourds, moins brûlés du dedans, moins incendiés. Soudain, son ventre explose sous les coups de bec de l'oiseau qui jaillit tout entier de ses entrailles en criant « Youjou pour chasser, youjou pour gibier, joue va, joue bien ». Un jour, le jour de chance du chasseur, un autre jour, celui du gibier. Ah! Voici et voilà. Merci. Je vous remercie tous de votre participation et on prend dès maintenant rendez-vous pour la deuxième partie de l'histoire d'Haïti. Je vous remercie tous de votre Je vous remercie tous de votre participation et de votre venue. C'était Alzheimer, l'émission qui vous fait retrouver la mémoire.